cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts de Paris a incarné pendant tout le XIXe siècle le nec plus ultra de l'enseignement artistique en Europe. Un lieu conçu comme la mise en abîme d'une histoire de l'architecture, dont chaque bout de mur n'est qu'un fragment, à déchiffrer comme un rébus. De la rue Bonaparte au quai Malaquais, l'école occupe aujourd'hui 2 hectares de terrain acquis au terme d'extensions successives, comme dans tous les centres-villes, où l'espace est rare et cher. Pour s'orienter, l'administration distingue aujourd'hui 5 groupes de bâtiments. La cour du Mûrier, le bâtiment des loges, le palais des études, le bâtiment Perret et l'hôtel de Chimay. Cet ensemble de bâtiments d'époques différentes constitue une véritable cité dans la ville. Un bâtiment se distingue des autres pourtant, le palais des études, qui fut longtemps le plus important et qui est construit dans l'axe de l'unique entrée rue Bonaparte. L'école, telle qu'elle a été conçue au siècle dernier, a cessé d'exister depuis mai 68. L'enseignement de l'architecture n'en fait plus partie, seuls restent les arts plastiques, étendus au multimédia. Aujourd'hui, la conception de l'art et sa pédagogie n'ont plus rien à voir avec l'enseignement d'autrefois. Dessiner, copier d'après l'antique, d'après les maîtres, pendant des siècles, c'est la base de l'enseignement des beaux-arts conçu par l'Académie, qui accumule pour cela modèles, fragments d'architecture et copies de peinture des maîtres de la Renaissance. Une sorte de musée. À ces différences près, cette immense collection n'a pas de lieu fixe pour l'abriter. En 1816, la Restauration décide de donner des murs à l'Institution des Beaux-Arts, jusque-là itinérante. Le site attribué à la nouvelle école est un terrain en face du Louvre, qui a longtemps hébergé les artistes, de l'autre côté de la Seine. Un terrain déjà occupé par un vieux bâti du XVIIe siècle. Une église, un grand cloître, un petit cloître et diverses habitations sur la rue. Ce choix n'est pas innocent, c'est le terrain d'un ancien couvent qui, à la Révolution française, est devenu le lieu d'une entreprise unique ayant durablement marqué l'imaginaire de l'époque. C'est le musée des monuments français créé par Alexandre Lenoir, qui a rassemblé là des fragments de sculpture et d'architecture rescapés des châteaux et des églises détruites par la Révolution. Un sous-produit du vandalisme révolutionnaire qui réunissait pour la première fois dans une collection publique les jalons d'une histoire de l'art français, suscitant l'enthousiasme des romantiques de Victor Hugo à Michelet. Mais la monarchie de retour décide le démantèlement du musée révolutionnaire et attribue les lieux à la nouvelle école des Beaux-Arts. Un premier architecte chargé d'aménager les lieux, François Debray, se contente d'utiliser le jardin en fond de parcelle où il prévoit l'implantation de 2 nouveaux bâtiments. Un bâtiment dans un recoin et un palais sur la quasi-totalité du terrain restant. Un jeune étudiant, Félix Duban, a été associé au chantier dès le début comme sous-inspecteur. Mais il obtient le prix de Rome en 1823 et part à la Villa Médicis pour 5 ans. Le prix de Rome, c'est le but suprême de l'école. Un seul élu chaque année dans chaque discipline, auquel l'Académie offre un séjour de 5 ans à Rome et surtout l'assurance d'une carrière officielle au retour. Les architectes doivent faire le relevé archéologique d'une ruine antique et imaginer ce que la construction avait été au temps de sa splendeur. Duban choisit comme sujet le portique d'Octavie, de pauvres ruines coincées dans le ghetto de Rome.
Ce n'est pas un hasard. Les ruines d'Octavie sont celles d'une école, une scola dans le sens antique, c'est-à-dire un centre intellectuel qui comprenait 2 temples, une bibliothèque et des écoles. Duban note que les temples étaient devenus des espèces de musées où étaient rassemblés les chefs-d'œuvre venus de la Grèce. Peu après son retour de Rome, Duban est nommé architecte de l'école des Beaux-Arts à la faveur de la Révolution de 1830. Le nouveau régime veut s'inscrire dans l'ère du temps, le romantisme, et Duban a été remarqué pour avoir soutenu le mouvement romantique littéraire. On compte sur lui pour donner une nouvelle impulsion à un projet qui n'a guère avancé depuis 13 ans. Duban, qui a restitué les plans du portique d'Octavie, va s'en inspirer pour composer son propre plan de l'école des Beaux-Arts. La tâche n'est pas facile. Duban hérite d'implantations déjà faites, d'un chantier inachevé, sur un terrain coincé dans la ville et sans dégagement sur rue. Il décide de dégager l'espace devant le palais, obstrué par toutes les vieilles constructions. Il démolit le petit cloître, exproprie les habitations sur rue, et pour mieux dégager le palais, recule l'alignement du grand cloître qu'il reconstruit à sa façon. Ayant ainsi clarifié l'espace, Duban réorganise la distribution des constructions de l'école et assigne 3 fonctions distinctes aux 3 bâtiments du terrain. Le cloître à l'entrée servira aux cours et aux différents services et dépôts. Le bâtiment du fond, dit le bâtiment des loges, sera dédié au concours, et le palais, ainsi débarrassé de toute fonction triviale, va pouvoir devenir le musée des études qui contiendra les collections, la bibliothèque et une salle de remise des prix. Debray avait dessiné un palais dont Duban garde les implantations mais transforme la façade. Duban a plusieurs amours. Rome, mais aussi Florence, découverte lors de son voyage en Italie et dont il a admiré les vieux palais. La façade du musée des études reprend des palais florentins, l'appareil rustique, des pierres apparentes et les grandes baies cintrées. Les ordres viennent rythmer la façade aux étages supérieurs. À l'intérieur, le musée des études a aussi la structure d'un palais florentin, des galeries ouvertes sur une grande cour. À l'origine, la cour était à ciel ouvert. Mais les collections de modèles s'accroissent et Duban doit récupérer l'espace de la cour en la couvrant d'une grande verrière. Il profite de ce nouvel espace pour ajouter aux modèles proposés aux étudiants les copies grandeur nature des colonnes du Parthénon et celles du temple de Jupiter Stator à Rome. Les colonnes sont si hautes, 22 mètres, qu'il faut creuser une trappe dans le sol pour les faire tenir. La trappe est toujours là, mais les moulages d'après l'antique, cassés en mai 68, ont été retirés. En proposant ces modèles aujourd'hui disparus, Duban voulait faire de la copie une expérience spirituelle. Comme s'il voulait exhorter les élèves, raconte son biographe, et leur dire « Croyez-moi, jeunes architectes qui formez la majorité de l'école des beaux-arts, vous emploierez un jour les peintres et les sculpteurs, vous exercerez sur eux l'influence que tout créateur exerce sur ceux qui s'associent.
Ramenez-nous à la simplicité et à la grandeur. Voici le secret des proportions et du grand art, ne les copiez pas, mais qu'il vous rappelle sans cesse les lois qui doivent nous régir. Créez, au lieu de refaire les œuvres des autres, écrivez naturellement cette belle langue universelle qui s'appelle l'architecture. Duban ne se contente pas d'exposer des modèles à l'intérieur des murs. Les murs eux-mêmes doivent devenir musées. Dans les galeries du premier étage, au plafond, les professeurs de peinture de l'école ont demandé que l'on installe des copies des loges du Vatican. Duban saisit l'occasion pour aller plus loin et aménager la totalité de la galerie. Pour restituer un peu de la grandeur des loges du Vatican, qui s'étendent sur 13 travées, Duban reprend la décoration de Raphaël sur les murs. Mais comme il ne dispose pas de fenêtres ni des moyens de faire du stuc, il propose un décor en trompe-l'œil avec une peinture à l'œuf, bien connue pour sa résistance. Il offre ainsi à 1000 étudiants de Paris, raconte encore son biographe, les joies que pouvaient seuls éprouver les successeurs du pape Léon X en traversant chaque jour une telle galerie. Dans les escaliers du palais, Duban expose tous les matériaux disponibles et les différentes façons d'habiller un mur, ce qui lui vaut de dures critiques. Le grand escalier n'est qu'une carte d'échantillon, toutes ces plaques de marbre encastrées dans les murailles n'ont guère plus de valeur aux yeux d'un homme de goût qu'un habit d'arlequin. L'unité manque à l'œuvre de M. Duban. L'auteur de l'école des beaux-arts n'a jamais rien créé. Pour lui, inventer et se souvenir sont une seule et même chose. Dans cet éclectisme, ce que le critique ne voit pas, c'est justement une tentative de tout rassembler afin de nourrir l'imagination des étudiants. En haut du mur, encore une citation, des panneaux qui sont là pour évoquer le baptistère de Florence. Dans la cour, Duban imagine une véritable scénographie de l'espace pour créer une gigantesque leçon d'histoire. Pour désenclaver la façade de son palais coincé en fond de cour, il dessine 2 exèdres en demi-cercle qui composent l'espace d'une cour d'honneur devant le palais. Encore un souvenir des écoles d'Octavie. Derrière les temples, note Duban, se trouvait la place en forme d'exèdre et l'idée que les anciens attachaient au mot école, scola, c'est-à-dire un lieu de repos et de dissertation philosophique, m'ont déterminé à l'entourer d'une enceinte élevée qui assure ce recueillement que demande sa destination. En effet, la cour d'honneur était bel et bien fermée autrefois, et ces exèdres ne sont que le prolongement d'un objet dont il ne reste plus aujourd'hui que la trace. Séparant les cours, il y avait là un portique appelé l'Arc de Gaillon, du nom du château de la première Renaissance française dont il provenait. Cet arc était un vestige du musée des monuments français, remonté par le noir dans la cour. Dans le premier projet de Debray, l'arc devait être démoli comme le reste, mais Duban, frappé par sa beauté, décide d'en faire le cœur de sa composition, voyant là une occasion miraculeuse de composer avec le temps. Il va jusqu'à ajouter un étage supplémentaire au palais afin de le rendre visible de la rue. Il doit pour cela mener une véritable bataille contre l'avis du Conseil des bâtiments civils qui méprise l'art français et ne veut pas de cet arc qui n'appartient pas au canon de l'Académie. Duban menace de démissionner et s'explique. Un fragment admirable de grâce et de délicatesse se trouve par le plus heureux des hasards dans la position la plus favorable dans l'axe d'un édifice destiné par le gouvernement à l'étude de l'architecture. La destination si différente des édifices de l'école exige une grille, selon l'avis du conseil. Eh bien, cette grille existe, elle est de pierre. C'est un chef-d'œuvre des temps passés. Elle existe dans une école des beaux-arts, là où le gouvernement devrait l'élever si elle n'y était pas.
Et tout en défendant la Renaissance française, Duban continue de se référer à la poésie de Rome, mêlant des constructions d'époques différentes et invitant au rêve de l'histoire. Duban gagne son combat, mais il le perd près d'un siècle et demi plus tard. En 1977, à la faveur de la dépose d'un bâtiment préfabriqué ayant provisoirement duré 7 ans, l'arc de Gaillon réclamé par le Conseil général de l'Eure est démantelé et repart à Gaillon sans études archéologiques préalables. Le château détruit par la Révolution n'est pas reconstituable et l'arc est désormais doublement orphelin et de son château et de l'école qu'il avait adoptée en lui faisant la plus belle place. Le château d'Annette, construit par Philibert Delorme, a été mis à mal par le vandalisme révolutionnaire lui aussi. Du corps principal du château, rien n'a survécu. Ou presque. Le portail central, sauvé par le noir, s'est retrouvé à Paris, plaqué sur la façade de l'église des Petits Augustins. Duban l'intègre aussi dans sa composition générale des cours. Il aligne les arcades du cloître sur la hauteur du portail d'Annette, avant de les réaligner ensuite sur la hauteur de l'arc de Gaillon, une fois obtenu le maintien de celui-ci. Dans un souci tout classique de symétrie autour d'un axe centré, il orne le mur d'en face des mêmes arcades. Et dans ces arcades, Duban scelle des fragments d'architecture afin de constituer une sorte de musée en plein air. Duban poursuit ainsi l'œuvre de Lenoir en organisant une disposition des fragments dans une chronologie de l'histoire. C'est une occasion rêvée pour lui de faire de la pédagogie dans les murs, de présenter aux étudiants une histoire de l'architecture qui ne se limite pas à l'Antiquité et à la Renaissance italienne. Duban rêve de trouver un fragment d'église gothique qui soit le pendant du portail d'Annette, en face. Mais il ne le trouvera jamais et le chapiteau monté pour l'accueillir restera vide. En intégrant les fragments de la Renaissance française à son école tout imprégnée de l'Italie classique et moderne, Duban construit une cité idéale. Un rêve romantique que sous-tend l'idée que l'art moderne est le produit de l'évolution du passé et n'est en lui-même ni complet ni définitif, mais simplement une pièce ajoutée de sa propre époque. Le plan de l'école est conçu comme une leçon d'histoire où le temps est remplacé par la progression dans l'espace. Le fait de traverser les espaces revient à faire l'expérience d'une partie de l'histoire. En même temps, c'est une hiérarchie du parcours de l'étudiant vers la gloire qui se dessine, une sorte de via sacra. Au bout de cette trajectoire se trouve l'hémicycle d'honneur où sont décernées les récompenses et où les lauréats du Grand Prix reçoivent la couronne de laurier réservée aux vainqueurs. Dans cette salle, Duban a fait peindre par Delaroche une grande fresque qui redit cette vision idéale d'un dialogue des artistes à travers les siècles. Peintres, sculpteurs et architectes de tous les temps et de tous les pays sont représentés comme une grande confrérie qui se joue du temps. Avec le bâtiment des études quotidiennes, Duban fait une autre démonstration. Il veut faire partager sa passion pour la polychromie de l'Italie du Sud, dont il a rempli des carnets entiers dans sa jeunesse.
il transforme la cour du cloître, surnommée la cour du Mûrier, en atrium pompéien. Aux travaux d'élèves que les professeurs voudraient exposer sous les arcades, Duban préfère les copies réduites de chefs-d'œuvre antiques, expliquant que les étudiants, même à l'heure du repos, doivent avoir constamment sous les yeux les meilleurs exemples de l'art des siècles passés. La principale phase de construction de l'école est achevée en 1842. Mais il y a de plus en plus d'élèves et les professeurs réclament des espaces supplémentaires pour exposer leurs travaux. L'État achète donc un terrain qui donne sur le quai Malaquais. Duban crée un passage depuis la cour du Mûrier et construit un nouveau bâtiment sur le quai qui sera achevé en 1861. À 30 ans d'intervalle, Duban conçoit deux palais tout à fait différents. Le nouveau palais est résolument moderne. C'est une façade quasiment industrielle qui lui vaut beaucoup de critiques. On lui reproche le caractère monumental du bâtiment qui se distingue trop des façades voisines avec ses grandes baies vitrées destinées à éclairer la salle d'exposition. On s'étonne devant l'invention de grands oculis qui sont en fait une citation du Louvre de l'autre côté de la Seine. On trouve les éléments sculptés disproportionnés, où Duban continue obstinément d'évoquer les arts à travers les âges. L'époque a changé, Duban n'est plus le favori du roi, Napoléon III lui a préféré Visconti et Viollet-le-Duc. Duban meurt en 1870, amer de n'avoir fait que des restaurations, pourtant prestigieuses. L'école des Beaux-Arts a été l'enfant chéri dont il s'est occupé toute sa vie. Le directeur de la plus grande revue d'architecture du XIXe siècle, César Daly, écrit « Son vrai monument, son œuvre de gloire, hélas, ce n'est pas à la lumière du soleil qu'il faut les chercher, c'est dans l'âme de la génération vivante de nos architectes. » En effet, l'école de Duban va laisser son nom à un style, le style Beaux-Arts, qui aura une influence considérable sur des générations d'architectes en Europe, en Afrique et jusqu'en Amérique. Après la mort de Duban, l'école achètera de nouveaux terrains, un hôtel du XVIIIe siècle, et construira de nouveaux bâtiments après la Seconde Guerre mondiale. Ces constructions consacreront l'arrivée massive des ateliers, jusque-là absents de l'école. Aujourd'hui, l'œuvre amputée de Duban n'est plus lisible. La plupart des gens ignorent tout de cette histoire qui fut en son temps moderne et pour laquelle le spectateur du XXe siècle a perdu tout repère. Aujourd'hui, l'école semble un quartier de ville livré à lui-même, dans un anarchique et imprévisible développement où chacun défend son territoire. Ateliers, administration et collections voisinent et s'ignorent dans tous les bâtiments de cette cité modelée malgré elle. Des bâtiments comme squattés par les occupants des lieux qui se les approprient dans un corps à corps jamais indifférent, souvent destructeur. Telles les ruines antiques malmenées par les habitants de Rome, l'école de Duban a été à son tour rattrapée par le temps, et ce qu'il en reste aujourd'hui rappelle les paroles de Victor Hugo, « Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon ».